Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue. RFM, il est midi. À la une de l'actualité, affaire Khalifa Ababacar Sall, un procès aura bel et bien lieu. Maître Baboucar Cissé répond ainsi au conseil du maire de Dakar qui ont déclaré hier que leur client ne pouvait pas être jugé parce que couvert par une immunité parlementaire. La partie civile a aussi évoqué la plainte que la défense veut déposer à la Cour de justice de la CEDEAO. Bras de fer, État du Sénégal, Yavuz Selim, plusieurs élèves ont quitté pour aller dans d'autres établissements. L'hypothèse d'une administration provisoire avec la fondation Marif se dessine. Madiambal Diagne, le PCA de Yavuz Selim, lui et ses camarades ne baissent pas les bras. Ils annoncent la poursuite de la bataille judiciaire. Et puis, nous allons également parler de l'Union des routiers du Sénégal, un syndicat qui regroupe les chauffeurs de camions. Il va en grève le 15 novembre prochain. Les syndicalistes dénoncent entre autres les tracasseries routières. Les titres de l'actualité internationale. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngam. En Côte d'Ivoire, les relations sont tendues entre les partisans d'Alassane Ouattara et de Guillaume Soro. En prison, le chef de protocole du président de l'Assemblée nationale ivoirienne a adressé une lettre au président Ouattara l'accusant de viser son patron. Dans l'attente des résultats des élections au Libéria, annonce reportée de 24 heures, la commission électorale évoque des défaillances dans l'organisation. Et puis en RDC, pas d'élection avant avril 2019. L'opposition congolaise est très remontée contre la CENI. Des développements de toute l'actualité internationale. Donc, vers midi et quart, le sport, Cheikh Tidiane Diagne, les titres. Le Sénégal en quart de finale de la Coupe du Monde de mini-foot. Les Lions du foot à 6 sont éliminés il y a quelques minutes. La Roumanie après tir au but. Demain, les Lions du volleyball, elles, vont tenter de gagner une place pour la finale. Ce sera à l'issue de la rencontre des demi-finales prévue donc demain. C'est une compétition qui se déroule en Tunisie. À suivre la chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Point de vue sur la diplomatie sénégalaise. Le prétexte, l'affaire Yavuz Selim avec ses multiples rebondissements. Pensez-vous que le Sénégal a le profil adéquat pour peser sur la diplomatie africaine internationale? Débat vers 12h30. Barthélémy Ngom. Serigne Salou Demetel la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Affaire Yavuz Selim, l'administration provisoire avec la fondation Marif se dessine. Selon le président du conseil d'administration de Yavuz Selim SA, Marif donc a commencé à s'installer dans leur établissement. Cependant, Madiambal Diagne indique que la bataille judiciaire va se poursuivre. Il révèle par ailleurs que la plupart des élèves de Yavuz Selim sont déjà recasés dans d'autres établissements scolaires. Madiambal Diagne au téléphone avec Eladj Ndiogoudienne. L'État n'a pas encore mis en œuvre l'administration provisoire que nous avons déjà refusée, mais Marif est allé à Ziguinchor convoquer notre personnel pour leur présenter la personne qui va assurer l'administration provisoire qui est de leur rang et aussi la personne qui va assurer l'administration provisoire à Saint-Louis. Et ce même Marif convoque nos enseignants à partir de lundi à l'école. Et donc, c'est vous dire que Marif est toujours dans sa logique et l'État du Sénégal est toujours dans sa logique. Et donc, nous avons bien fait de refuser la proposition que nous avait faite l'État du Sénégal d'une administration provisoire par l'État. On a que la justice. Donc, si l'État du Sénégal met ça en œuvre, nous allons faire le constat et nous allons saisir les juridictions. Et maintenant, que vont devenir les élèves? Quel sort leur sera réservé? Par rapport aux élèves, nous, on a déjà clairement dit aux parents que l'école est fermée et que les parents doivent trouver des écoles pour leurs enfants. La plupart d'entre eux l'ont déjà fait. Nous avons nous-mêmes pris l'initiative de prendre contact avec des écoles qui ont accepté de prendre des élèves. Nous avons facilité l'opération, donc nous avons cherché à caser le maximum d'élèves possible. Ça, c'était un peu une obligation morale pour nous d'aider les parents à recaser les enfants. Nous l'avons fait. Maintenant, bon, je ne suis pas sûr que Marif trouvera des élèves à administrer à l'école quand ils viendront. Madiambal Diagne, le PCA de Yavuz Selim, notait que les responsables du groupe Yavuz Selim justement rencontrent en ce moment même la commission éducation de l'Assemblée nationale qui les a convoqués donc pour s'enquérir de la situation. Foundiougne, le conseil départemental veut rendre la carte scolaire plus reluisante. L'institution a depuis quelque temps engagé des travaux de construction de murs de clôture et de salles de classe. Aminata Goudjabi. À Foundiougne, dans le département, il n'est pas rare de voir des établissements scolaires sans mur de clôture. Les abris provisoires également, on en compte dans plusieurs écoles du département. Le conseil départemental de Foundiougne a fait le constat et compte changer la situation. Des murs de clôture sont en construction ainsi que des salles de classe dans plusieurs écoles du département de Foundiougne. Issa Ba, premier secrétaire élu du conseil départemental de Foundiougne. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons réceptionné un mur de clôture au collège de Kamatan, Ndiassane Saloum. Mais nous avons 2 murs de clôture en cours de construction
construction et qui sont en finition. L'un c'est à Mbam, l'autre c'est à Pakala. À Betenti, nous avons une salle de classe en cours de construction. Donc, nous nous sommes dit qu'au niveau du conseil départemental, on ne voudrait pas revoir ici un établissement moyen secondaire sans mur de clôture et avec abri provisoire. Nous avons cette politique-là et nous en faisons une très grande priorité. Le déficit de table-banc qui secoue certaines écoles du département va également connaître un début de solution. Nous avons un programme de réhabilitation de table-banc. En 2017, le programme c'était 1000 table-bancs récupérés et réutilisés dans les établissements. Et ça, on a dégagé le budget, on a lancé le marché et on a déjà récupéré, on a déjà le fournisseur ou bien l'entrepreneur qui devrait prendre la charge, la récupération de ces table-bancs-là. Et pour soulager les parents d'élèves et permettre aux élèves eux-mêmes d'étudier dans des conditions normales, un lot important de fournitures scolaires a été distribué aux collèges et lycées du département de Foundiougne. Un budget de 3 millions a été dégagé par le conseil départemental de Foundiougne. Aminata Goudjabi, Fatick FM. Aminata Goudjabi, je vous l'annonçais tantôt, les gros porteurs au point mort le 15 novembre prochain. L'Union des routiers du Sénégal sera en grève donc à cette date. Parmi les 9 points de revendication déposés sur la table du ministre des Transports depuis le 2 de ce mois figure bien sûr la non-application de l'âge limite à 30 ans pour les poids lourds, mais également les transports en commun, la non-application du permis à points, mais également les tracasseries routières. L'Union des routiers du Sénégal était face à la presse tout à l'heure à Kermassar. Gora Khouma, son secrétaire général, avec Salif Sow. Nous avons déposé un préavis de grève depuis le 2 au niveau du ministère des Affaires et des Transports sur la demande des camionneurs et que nous demandons aussi une collaboration avec le secteur des transports de personnes, puisque parmi les 9 points revendicatifs, il y a 3 points que nous partageons. Donc je vais vous en citer les 9 points. Premièrement, c'est la réfection de l'axe de la route Tamba-Kidira, Tamba-Moussala. 2, non-application du permis de conduire, puisque les mesures d'accompagnement ne suivent pas. La date de la grève c'est le 15 septembre. Nous avons déposé le préavis. Le 2 octobre, nous avons eu un décharge aussi sur notre préavis. Donc, personne ne pourra dire demain que nous n'avons pas reçu le préavis. Le préavis est déposé au niveau du ministère des Transports, qui est notre tutelle, et que la date de la grève, c'est le 14 novembre à 0h, qui fait après en compte le 15 novembre. Et maintenant, est-ce que cette grève peut réussir, d'autant plus que souvent le transport, il y a un ordre dispersé des scènes? Gora Khouma, c'était donc les explications de Gora Khouma, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, un syndicat qui regroupe les chauffeurs de camions. Les accidents de la circulation impliquant des motos Jakarta en nette régression à Thiès, la police et les partenaires qui ont pris les choses en main ont procédé à une réorganisation du secteur. Au minimum, une vingtaine d'accidents étaient enregistrés par jour à Thiès, mais la donne a complètement changé au grand bonheur des populations. Cheikh Anta Diop, près de 8000 taxis motos Jakarta circulent dans la commune de Thiès. Thiès demeure une ville qui accueille un important univers de conducteurs de moto-taxi Jakarta, un secteur qui compte en son sein plus de 7500 travailleurs de la route, autrefois éparpillés ça et là, mais aujourd'hui organisés par un promoteur thiessois. Mamadou Clédor Fall, manager de la Fédération nationale des conducteurs de moto Jakarta. Relever ce défi, c'est de leur donner une formation et de les doter d'équipements, la casque, le gilet d'identification, parce que qui porte un gilet d'identification veut dire qu'il est exclu des agresseurs. Seul Thiès fait 7500 conducteurs. Sur les services j'ai formé 3500. Donc, et la formation continue. D'après certaines informations recueillies auprès de la police et de la gendarmerie de Thiès, le taux des accidents de la circulation créés par ces motos Jakarta a été considérablement revu à la baisse grâce à l'organisation de ce secteur. Hassan Djigal, le porte-parole des conducteurs de vélo Jakarta de la ville de Thiès. Il y avait pas mal d'accidents par jour. On ne cessait d'entendre par exemple les sapeurs-pompiers qui faisaient des va-et-vient pour aller récupérer les accidentés sur les routes. Mais étant donné ce qui se passe aujourd'hui, après pas mal de formations, on voit par exemple ces jeunes. Aujourd'hui, tu vas rester à Thiès 48 heures, 72 heures. Je peux dire même une semaine ou des fois un mois, ouais, une ou deux actes. Donc ça, il faut au moins se le reconnaître. C'est un véritable ouf de soulagement du côté des populations qui ont vu baisser le nombre d'accidents dans cette forme de transport créatrice
d'emploi. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, la dette hospitalière. Le ministre de la Santé annonce donc que le gouvernement va prendre des mesures, des solutions donc pour administrer une dose d'oxygène aux hôpitaux qui en souffrent. Abdoulaye Diouf Sarr l'a dit ce matin. Ses propos au micro de Cheikh Diop. L'État du Sénégal compte accompagner de manière tout à fait permanente les structures hospitalières. Et les structures hospitalières sur toute la pyramide. La pyramide sanitaire part du poste de santé jusqu'à l'hôpital de niveau 3. Aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les services de santé soient accessibles. Pour que ces services de santé soient accessibles, il est évident que les structures de santé doivent être équilibrées. Je ne dis pas doivent être rentables, parce qu'une structure de santé ne recherche pas la rentabilité financière. Mais ces structures doivent être équilibrées, que leur activité soit soutenable dans le temps. Nous allons donc les accompagner de la manière la plus permanente. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, propos tenus ce matin lors de l'atelier de validation de la lettre de politique sectorielle de développement de la santé. Midi 12, une courte pause et la suite. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Barthélémy Ngom. La réaction des avocats de l'État suite à la sortie des conseils du maire de Dakar, Maître Baboucar Cissé, se veut formel. Un procès va se tenir et nul ne peut maintenant bloquer la procédure. Et pour ce qui est de la plainte annoncée à la Cour de justice de la CEDEAO, l'avocat prédit à la défense un revers car selon lui, leur dossier est solide. Georges Detidjo. Maître Baboucar Cissé n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pour lui, le dossier Khalifa Sall sera bien enrôlé. Les avocats de M. Khalifa Sall, c'est pas eux d'orienter vraiment la justice. Ils sont dans leur beau rôle, c'est normal. Parce que quand on sait que, bon, à la limite même, ce dossier-là n'aurait même pas fait l'objet d'une instruction. Ce dossier-là aurait pu aller en flagrant délit parce que tellement que le dossier il est vraiment clair. Le dossier est clair comme de l'eau de roche, je précise bien. Et donc, par conséquent, sachant que peut-être que même à la limite, les carottes sont cuites, ben, en fait, on agite l'idée que voyez, un procès ne peut pas se tenir au Sénégal. Un procès se tiendra, il sera jugé. Il sera jugé par une juridiction sénégalaise. Maintenant, ils sont libres d'assister leurs clients et comme ils sont libres vraiment de boycotter l'audience. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas empêcher la machine judiciaire sénégalaise de fonctionner. Les avocats du maire de Dakar ont annoncé une plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO. Maître Baboucar Cissé semble rire sous cap de l'internationalisation du dossier Khalifa. Oh, mais vous savez, en fait, M. Khalifa Sall n'a pas été interpellé, inculpé et placé sous mandat de dépôt alors qu'il avait le statut de député. Non. Donc, par conséquent, je ne vois pas en quoi vraiment saisir la juridiction de la CEDEAO pour entraîner un changement dans la situation actuelle de M. Khalifa Sall. Mais ses avocats sont libres de saisir la CEDEAO, l'Union africaine ou bien même les Nations unies. Nous serons toujours là en tant qu'avocats de l'État et nous défendrons les intérêts de l'État dans ce cas. Pour l'avocat Baboucar Cissé, les conseils du maire de Dakar savent bien comment sortir leurs clients de prison. Payer la caution de 1,8 milliard de francs CFA pour une levée du mandat de dépôt en attendant un jugement. Georges Detidjo, un haut responsable du secrétariat national du parti Réumi qui se prononce sur la crise qui secoue cette formation politique. Cette formation politique d'Idrissa Seck ces derniers temps, Mbacké Seck relativise et prend la défense du vice-président Déthié Fall qui fait l'objet d'attaques et d'accusations pour le responsable du parti Réumi au niveau du département de Dakar. Le vice-président est en train de faire du bon travail. Mbacké Seck était l'invité de RFM Matin ce jeudi. Dans la vie des partis, il y a des adhésions et des départs. Nous aurons toujours des partants et des arrivants. Ce qui se passe actuellement à Réumi, l'honorable député Déthié Fall n'y est absolument pour rien. Parce que dans leur justification, chacun a parlé de convenance personnelle ou bien d'amitié avec tel ou tel pour partir. Perdre des jeunes de valeur comme Thierno Bocoum, comme Samba Thioub est toujours difficile dans un parti politique. Mais si nous parlons concrètement en touchant du droit à la réalité, en 2011, personne ne connaissait Déthié Fall et il était membre de Réumi depuis plus de 10 ans. Lorsqu'il était encore jeune cadre, fraîchement débarquant de l'étranger, il était membre de Réumi avec les Yankoba Diattara et autres. Donc lorsque Idrissa a découvert cette pépite, il en a fait le responsable de IS4. Et Déthié Fall a organisé des consultations citoyennes dans tout le pays, un grand dîner de gala pour avoir recueilli des fonds. Et il a structuré les cadres du parti et a bénéficié de la conférence d'Idrissa qui
selon les dispositions statutaires de Réumi, peut nommer à tous les postes au niveau du secrétariat national. Le seul clan qui existe dans Réumi, c'est un clan pour servir le Sénégal, avec les talents des uns et des autres. Ce que nous avons vu Déthié Fall faire, nous n'avons vu aucun vice-président antérieur le faire, en termes de présence, en termes d'animation, en termes d'appui logistique et financier, en termes de représentation au niveau national et international. C'était donc Mbaké Seck, invité de RFM Matin ce jeudi du Libéria où elle se trouve pour une mission d'observation de la présidentielle. Aminata Touré se prononce sur l'actualité politique au Sénégal, notamment l'organisation des élections. L'envoyé spécial du chef de l'État plaide en faveur d'un bulletin unique au Sénégal. Elle soutient qu'il est temps que notre pays, le Sénégal, donc évolue et s'adapte au contexte actuel. Interrogée par Anna Rocha, Aminata Touré évoque également l'avantage économique du bulletin unique. Disons, une question également qui pourrait nous intéresser au Sénégal, c'est celle du bulletin unique qui est en train de se généraliser en Afrique. Le taux, disons, d'alphabétisation au Libéria est beaucoup plus faible qu'au Sénégal, mais néanmoins, les électeurs votent, disons, comprennent parfaitement le système et cela fonctionne. Cela a un coût moins élevé et nous devrions étudier la question très très sérieusement. C'est le cas actuellement en Côte d'Ivoire, j'ai observé les élections, c'est le cas également au Kenya et dans beaucoup d'autres pays. Ça, c'est également une leçon. C'était donc Aminata Touré, l'envoyé spécial du chef de l'État. Je rappelle qu'elle se trouve actuellement au Libéria. Le Libéria donc qui a organisé hier son premier tour de l'élection présidentielle, une élection qui sera évoquée justement par Anna Rocha dans la page internationale. RFM. L'actualité internationale. Anna Rocha, en Côte d'Ivoire, le torchon brûle entre les partisans de Guillaume Soro et ceux d'Alassane Ouattara. Le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, emprisonné en début de semaine, accuse Ouattara de viser Soro à travers lui. Il a écrit une lettre ouverte au président de la Côte d'Ivoire à Abidjan, la correspondance de Famandione. L'arrestation du chef de cabinet de Guillaume Soro n'est pas du goût de l'ancien chef d'État ivoirien. Et selon la lettre du continent numéro 762 du 11 octobre, Henri Konabedji est contre cette arrestation. Dans une récente interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, Bedji avait annoncé que Guillaume Soro était son protégé. Hier, en Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien, à travers son porte-parole, s'est montré dubitatif à la question d'une éventuelle destitution du président de l'Assemblée nationale. Et selon Bruno Koni, porte-parole du gouvernement, il n'y a jamais eu de réunion pour destituer Soro. L'arrestation de Saul Toussoul, qui faudra-t-il le rappeler, est accusé de comploter contre l'autorité de l'État, risque de faire couler beaucoup de salive dans les prochains jours en Côte d'Ivoire. Farmadion Abidjan, RFM. Affaire à suivre, direction le Burkina Faso. Djibril Bassolé est désormais sous résidence surveillée. L'ex-ministre burkinabé des Affaires étrangères sera placé sous surveillance militaire. Le général qui a été écroué à la prison militaire de Ouagadougou avait d'abord bénéficié d'une liberté provisoire. Décision revue donc en résidence surveillée. Djibril Bassolé a été inculpé pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État, notamment pour son implication présumé dans la tentative de coup d'État manqué de 2015. Il a surtout été interpellé après la diffusion d'écoutes téléphoniques entre lui et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Le Libéria, toujours dans l'attente des résultats des élections tenues, pas hier mais plutôt mardi. C'est cela, l'annonce des résultats a été reportée de 24 heures. Il y aurait des défaillances d'organisation dans certaines localités, constat de la commission électorale libérienne. Incertitude pour le moment, même si elle est plus que probable, la qualification au second tour de la présidentielle pour l'ancien ballon d'or africain de football, George Weah. Mr. George Weah ne peut toutefois pas se satisfaire cette fois-ci d'un palmarès olympien, d'un prix accessible pour Weah. Au contraire du football, ici l'essentiel n'est pas de participer, mais de gagner. Une réflexion d'Abdoulaye Cissé. D'abord, il faudra dire que n'est pas Mr. George qui veut. D'abord, il a été le meilleur footballeur en Europe, autant dire meilleur joueur au monde sur une saison. Si vous ne voyez toujours pas, c'est comme si on vous disait Weah était le Messi, le Cristiano Ronaldo de son époque, le Maradona de Naples ou le Michel Platini de la Juventus, le Zidane de la Juve et du Real Madrid. Voilà. C'est d'autant plus grandiose que Mr. George est africain. Encore à ce jour, le seul du continent à truster avec ce sommet du foot mondial. Rien que ça. Et c'est pour ça
justement, que tout le monde ne peut pas être Mr. George. Hélas, George Weah traîne l'étard de ses atouts. Il est juste un footballeur, un génie de par ses pieds. Autant dire, il n'est pas du milieu de ceux qui sont prédestinés, entre guillemets, à diriger leur peuple. Et encore, Mr. George n'a jamais pu surmonter l'obstacle Ellen Johnson Sirleaf qui lui a déjà ravi la présidence en 2005 d'abord et en 2011 où George avait revu ses ambitions à la baisse pour n'être que co-listier et candidat à la vice-présidence. C'est une femme qui l'a battu et c'est peut-être une femme qui l'aidera à gagner cette fois-ci. Qui est fou? Weah, le dribbleur, a choisi la très populaire Madame Jewel Taylor, veuve de l'ancien chef d'État et euro-militaire Charles Taylor comme colistier. Pari osé car le personnage est clivant, populaire certes, mais autant adulé par ses admirateurs que honni par les pourfendeurs de son mari pour qui la réconciliation nationale est encore une chimère. En cause, Mr. Charles Taylor, qui a régné par les armes contre les troupes de son ancien allié Prince Johnson, lui-même tombeur de la terreur Samuel Doe. Élire George Weah ne veut surtout pas dire banaliser le poste de président de la République. Mr. George ne fera certainement pas des émules ça et là. De toute façon, il a encore un écueil de taille, Mr. Bouaké, pour la continuité de la présidence Sirleaf. Weah n'a pas conquis le ballon d'or à son premier essai. Mr. George a déjà montré qu'il est tout aussi persévérant. Reste maintenant à toucher le Graal, à transformer l'essai. Et c'est maintenant. À défaut, il faudra se convaincre que le peuple libérien ne veut pas de Mr. George et préfère juste en rester à rêver avec Weah. Et toujours donc sur ces élections au Libéria, on pourrait peut-être avoir des résultats provisoires dès cet après-midi, Barthélémy. Oui, parce que la commission Anna Rocha avait demandé 24 heures de plus. Pas d'élection par contre en RDC avant avril 2019. Déclaration de la CENI, la commission électorale nationale indépendante, très en colère. L'opposition congolaise exige la tenue des scrutins en fin 2017. Voici le secrétaire général adjoint de l'UDPS, principal parti d'opposition en République démocratique du Congo, Rubens Mikendo, au micro de nos confrères de BBC Afrique. Nous ne sommes pas du tout surpris de cette annonce de M. Nanga. Il vient de prouver à suffisance qu'il est au service de Kabila. Pour nous, c'est le masque qui vient de tomber. Nous nous attendons aux élections à la fin de cette année et s'il n'y a pas élection, nous devons faire pression pour que finalement nous puissions aller plus tôt à une transition sans Kabila afin de préparer comme il se doit les élections. Les élections en RDC devaient avoir lieu depuis 2016. Une nouvelle consultation entre la CENI, le gouvernement congolais et le comité de suivi de l'accord politique du 31 décembre a été convoquée, à la suite de laquelle un nouveau calendrier électoral devrait être publié. On termine avec le Kenya où le gouvernement a interdit les manifestations dans les 3 principales villes du pays, à savoir Nairobi, Mombasa et Kisumu. La haute cour de justice de son côté a ordonné à la commission électorale d'inclure un 3e candidat à la présidentielle du 26 octobre, un candidat membre de la coalition de l'opposition, mais jusqu'ici le président Uhuru Kenyatta est le seul candidat. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la diplomatie sénégalaise, le prétexte l'affaire Yavuz Selim avec ses multiples rebondissements. Pensez-vous que le Sénégal a le profil adéquat pour peser sur la diplomatie africaine internationale? Débat vers 12h35. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Barthélémy, bonjour à tous. Coupe du monde de mini-foot, le Sénégal en quart de finale. Ah oui, le Sénégal qui a éliminé il y a de cela quelques minutes l'équipe vice-championne du monde. Il s'agit de la Roumanie et cela après tir au but 3-2. Les deux formations étaient à égalité après prolongation de buts partout. Nous allons écouter la réaction à chaud de Cheikh Sidiba, l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, tout content en tout cas de retrouver l'étape des quarts de finale. Il est confiant pour la suite. Nous l'écoutons, il est interrogé par Sodokiam. Je suis fier des gosses, ils ont réalisé. Ils ont fait un match énorme, un match incroyable. Ils ont été héroïques du début à la fin. Ils se sont battus contre l'une des meilleures équipes du monde de mini-foot.
Et donc, ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils ont sorti les trucs. Et je pense que c'était un motif de satisfaction. Pour arriver en quart de finale, sortir, tenir tête des équipes comme l'équipe championne du monde entier, les États-Unis, sortir aujourd'hui en 8e de finale l'équipe championne du monde, la Roumanie. Je pense que c'est un exploit énorme. Alors, coach, lors de la deuxième période, on a vu que le Sénégal a beaucoup souffert. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On est à notre 4e match en 5 jours. Et dire qu'on tourne sur une base de 5, 6, maximum 7 jeux. Donc c'est obligé que les joueurs, à un moment du match, ressentent un peu de fatigue. Et c'est tout à fait normal. En plus, la Roumanie était au mieux. Ils étaient obligés de faire le forcing pour égaliser. Donc nous, on a fait le dos rond. On a défendu notre camp. Et à la fin, bien qu'ils ont égalisé, on est allé à la prolongation et aussi de tir au but et qu'on a remporté. Et pour les quarts de finale, vous allez rencontrer soit la Russie ou bien la France. S'il y avait à choisir une équipe, laquelle choisirez-vous? L'équipe qui viendra, qui sera devant nous, on la prendra. On n'a pas de préférence parce que là, toutes les équipes se valent. Et donc, l'équipe qui viendra, on se battra avec nos forces. Et on fera le maximum pour passer ce qui se passe. Voilà, cher Tidiane, le Sénégal donc en quart de finale de cette Coupe du Monde de mini-foot, c'est bien, mais il reste encore du chemin à faire pour accéder à la finale. Nous évoquons les championnats d'Afrique de volley-ball féminin. Les Lions face aux pays hôtes pour une place en finale. Il s'agit du Cameroun et la rencontre est prévue demain pour 17h en phase de poule. Les Lions ont fait preuve de patience pour décrocher ce ticket pour les demi-finales selon la capitaine. Pour Fatou Diouk, il faudra avoir le même comportement face au Cameroun demain. Elle promet de se donner corps et âme avec ses camarades plutôt pour une place en finale. Fatou Diouk interrogé par Miki Maramdiaye. Pour le Sénégal, on n'a jamais eu trop de difficultés pour passer les matchs de poule. On a assez de patience, enfin on a la patience qu'il faut pour jouer les matchs de poule comme il le faut. Maintenant, le cap suivant, c'est le cap le plus important et c'est le cap qu'il faudra qu'on franchisse à ce qui concerne les demi-finales. Donc je pense qu'on va essayer quand même cette fois-ci d'utiliser cette même patience qu'on a en match de poule pour le faire en demi-finale. Ne pas se dire que c'est une demi-finale, qu'il faut se précipiter, tout ça. Donc on va essayer de garder la même sérénité pour l'entamer comme il faut et le terminer aussi comme il faut. Bien sûr qu'on a les moyens qu'il faut pour se qualifier en finale et qui est forcément synonyme de qualification mondiale. Toutes les équipes se valent en ce moment en Afrique. Donc faut juste assurer les moments importants et quand il faut marquer les points et puis ça va le faire. Et je pense que quand même avec l'appui du public sénégalais sur les réseaux sociaux et partout et puis nos mamans qui sont en train de prier au pays, donc je pense que ça va le faire. Voilà, c'était donc Fatou Diouk, capitaine d'équipe du Sénégal de volleyball. Capitaine de l'équipe du Sénégal de volleyball. Merci beaucoup, cher Tidiane. Le Guédiawaye Football Club dans la tourmente. Ah oui, et cela fait suite donc à cette réunion qui a été sabotée hier par un groupe d'une vingtaine de supporters avec des armes blanches. Une plainte a été déposée sur la table du procureur pour vol de documents, menaces de mort et injures. Rappelons que la structure Guédiawaye SA fait face à la structure qui est actionnaire majoritaire. Il s'agit de Diapo SA que dirige donc Yamil Faye. Nous allons écouter Malissi, le vice-président de Guédiawaye Association, au micro de Salif. Il y a eu bel et bien attaque lors de notre réunion d'hier. GFC Association qui tenait une réunion pour apprécier la situation et voir quelle solution prendre par rapport au blocage. Et un groupe de 20 supporters a attaqué cette réunion et a essayé de nous perturber en nous menaçant, en nous ajoutant tous les noms d'oiseaux. Nous faisons l'intervention des populations riveraines, mais aussi de la famille du président Ablassar qui n'est pas loin du site de réunion. Il pouvait y avoir pire que ce qui est arrivé. Et il y a eu aussi la police qui a intervenu après pour essayer d'encadrer un peu la réunion. Ça s'est passé comme ça, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de péril à l'endemain parce que nous connaissons ces supporters-là. C'est des supporters qui ont été identifiés et le procureur a été saisi. Une plainte a été déposée aussi au niveau du commissariat central pour apprécier et donner une suite à ça. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on est victime d'attaque. On a été menacé, agressé, on nous a envoyé des messages d'injures et tout. Mais cette fois-ci, trop c'est trop, il faut que force reste à la loi. Nous avons saisi le procureur et nous attendons la suite à donner à cette plainte-là au niveau du... Voilà, à l'instant donc, il s'agit de Malik Si, un des membres de Guédiawaye SA, donc qui met un terme à cette page des sports Barthélémy. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique hebdomadaire d'Abdoulaye Ndiaye.
Rien ne doit en effet entamer la crédibilité d'une institution judiciaire qui veut demeurer un rempart contre toutes les formes d'impunité. La Cour pénale internationale, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, c'est plus de 120 pays sur les 193 du système des Nations Unies. Ils ont ratifié le statut de Rome qui fonde son existence. Même si nous devons nous étonner de voir deux membres du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique et la Russie, marquer un refus à sa ratification et la Chine, autre membre, rejeter simplement son existence aux côtés d'un État-continent comme l'Inde. Ces prises de position installent la controverse et suscitent un sentiment de doute sur la légitimité de ces actions. Mais c'est à tort contre une Cour dont le périmètre de compétence est conscrit autour de concepts juridiques comme le génocide, le crime contre l'humanité ou le crime de guerre. Bien vrai que la communauté des nations pensait ne plus avoir à juger de pareilles pratiques aux sorties de Nuremberg. Elles ont hélas ressurgi, jalonnant l'histoire de sociétés en proie à des régimes totalitaires ou à des milices qui se livrent à des guerres sans merci de pouvoir avec leur lot de violences aveugles, interethniques ou communautaires. Les exemples ne se comptent plus en Afrique, devenue un lieu de prédilection pour de tels actes. Toutes choses rendues possibles par l'inexistence d'état de droit avec des systèmes judiciaires nationaux qui ne le sont que de nom. Ils sont aux ordres, ne manifestent ni volonté ni compétence pour juger des crimes. Face à une pareille impuissance, la Cour pénale internationale devient un recours, qu'elle soit saisie ou qu'elle s'autosaisisse. On continue certes de gloser sur les affaires enrôlées, car sur 10, 7 sont africaines, au point que des esprits n'hésitent plus à développer l'idée d'une justice faite exclusivement pour le continent noir. Le cas Gbagbo et les allégations de complot sur son inculpation risquent d'accentuer ce jugement. Mais ce cas, suffit-il pour entretenir une suspicion sur le travail de cette Cour en y voyant une manipulation à la solde de puissance occidentale? C'est une vaste interrogation qui nous renvoie à un principe. Éviter que la politique n'entre dans le prétoire, elle pourrait y déloger le droit. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. Presse du jour, Georges Déthié-Diop. L'affaire Khalifa Sall exportée. Et pour cause, les avocats du maire de Dakar veulent à tout prix éviter un procès à leurs clients. Et pour ce faire, l'observateur apprend qu'ils en appellent à la justice internationale. Ce que confirme l'AS qui souligne que le dossier Khalifa Sall est internationalisé. À sa page 3, l'observateur informe qu'en conférence de presse hier, avec ses collègues, Maître Demba Ciré Bakili a louché du côté de la Cour de justice de la CEDEAO qui pourrait être la première parmi les juridictions internationales à recevoir la plainte de Khalifa Sall. À ce propos, là c'est formel. Selon mon confrère, les avocats de l'édile de Dakar saisissent la Cour de justice de la CEDEAO. Ce qui fait dire à Sud Quotidien à sa une que Khalifa traîne Macky devant la CEDEAO. Ce n'est pas tout. Et le quotidien LAS l'indique, Barthélémy Diaz est au département d'État des États-Unis pour vilipender Macky. Des femmes s'investissent aussi pour la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall. Des femmes proches de Khalifa. Les Échos se fait l'écho de leur plan d'action. Elles vont se retrouver tous les mercredis. Au menu, récital de Coran, des Tabatiyada et des Alamtara Kaifa contre Macky. Une marche nationale est aussi prévue pour sortir Khalifa Sall de prison. Son allié dans Manko Tahaou Sénégal, lui, est à la une de Walf Quotidien. Idrissa Seck en chute libre, c'est le titre du jour de Walf Quotidien. Le journal évoque les résultats électoraux de Réumi en baisse, la cascade de démissions et une perte de leadership. Résultat, Walf Quotidien soutient que Idrissa Seck n'est plus que l'ombre de l'homme politique qui se voulait quatrième président. Le quatrième président, le vrai, occupe la une du quotidien national Le Soleil. Macky Sall est à ses côtés son premier ministre. Le Soleil revient sur la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Titre du journal, 3709,10 milliards de francs CFA pour le budget 2018. Et à ce propos, Le Soleil nous apprend que le taux de croissance projeté est à 7% et 42% du total des dépenses hors dettes consacrées aux secteurs sociaux. Les chiffres clés du budget 2018, c'est Enquête qui les livre. Budget, on le rappelle, arrêté à 3709,10 milliards de francs CFA. Selon Enquête, la dette publique est de 5827,36 milliards de francs CFA. Le journal renseigne aussi que l'État va recruter
3990 agents supplémentaires des forces de défense et de sécurité. Et l'on parle à présent de l'affaire Yavo Selim, l'occupation des locaux de Yavo Selim. Le sujet est mis en exergue par le quotidien. Le journal informe que Marif fait sa rentrée lundi. Mon confrère fait savoir que le gouvernement a décidé d'offrir les écoles Yavo Selim à la fondation Marif, en faisant fi des procédures judiciaires pendantes. À ce propos, Libération affirme que Erdogan installe ses hommes. Selon le journal, la fondation Marif commence à prendre le contrôle des écoles Yavo Selim. Hier, la fondation était à Ziguinchor et à Saint-Louis pour installer les nouveaux responsables. Et pour Dakar, Libération rapporte que Marif a envoyé des messages pour convoquer les enseignants à 8h lundi prochain. Yavo Selim fermé pour l'heure en tous les cas. Maintenant, c'est SHS qui est dans le viseur de l'État. Le témoin porte son attention sur SHS, un fleuron poignardé par l'État selon mon confrère. Le témoin note qu'après Yavo Selim et ses milliards d'investissements, c'est au tour de SHS, un fleuron sénégalais de l'assistance en escale avec 6 milliards d'investissements rien que pour les équipements d'être poignardé par l'État. Un État qui, encore une fois, viole sa propre signature et sacrifie les entreprises nationales. Un reportage à lire dans l'Observateur, un reportage sur les migrations clandestines. L'Obs a suivi au Niger les pas des migrants clandestins. Niamey-Agadez, plus de 950 km de peur. Sur place, Boko Haram est dans les esprits. Aux pages 10 et 11 de l'Observateur, Agadez sur les traces des migrants sénégalais. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Georges Diop, cette petite erreur donc dans notre chronique sur les élections au Libéria, l'ex-femme de Charles Taylor n'est pas veuve puisque l'ancien président libérien est bien vivant. Il est plutôt en prison. Toutes nos excuses. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Point de vue sur le poids de la diplomatie sénégalaise, le prétexte de l'affaire Yavo Selim avec ses multiples rebondissements. Pensez-vous que le Sénégal a le profil adéquat pour peser sur la diplomatie africaine internationale? Le débat, c'est à l'instant. Nous avons deux intervenants en ligne. Moussa Diaw, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Notre deuxième intervenant, Bamba Ndiaye, bonjour. Bonjour. Ancien ministre des Affaires religieuses, vous avez également publié une contribution dans la presse, contribution titrée « La diplomatie sénégalaise en panne ». Alors, première question à vous, Bamba Ndiaye. Depuis l'indépendance, la diplomatie sénégalaise a été connue pour sa modération, son efficacité, son indépendance. Le prétexte de ce débat, je le rappelle, c'est bien sûr l'affaire Yavo Selim. Il y a des règles et conventions diplomatiques, en tout cas, qui lient le Sénégal à l'État turc. Au regard de ce qui s'est passé avec le groupe Yavo Selim, pensez-vous que le Sénégal a pris la bonne option? Non, pas du tout. J'ai d'abord publié une première contribution en date du 26 juillet 2016. C'était pour alerter l'État sur ce qui pourrait se passer concernant l'affaire Yavo Selim. Parce que moi, je savais que depuis le coup d'État manqué du 15 au 16 juillet, l'État turc avait déjà accusé Fethullah Gülen qui est derrière ces écoles, il faut le reconnaître. Alors je disais à l'État, il faut s'occuper du cas de ces écoles, il faut anticiper en quelque sorte. Et la diplomatie, c'est en général aussi l'anticipation. C'est ce que l'État n'a pas fait. Ils ont laissé la situation pourrir. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés à régler la question. Ils ont attendu la venue d'une délégation turque pour essayer de s'occuper de cette affaire. Or, ils auraient dû le régler depuis le mois de juillet. Alors donc, c'est ce manque d'anticipation, ce manque de vision qui caractérise la diplomatie de l'État. On l'a remarqué pas seulement dans le cas de Yavo Selim, mais dans beaucoup d'autres cas. Oui, bien sûr, nous allons élargir le débat. Gardez la ligne Bamba Ndiaye. Moussa Diaw, partagez-vous cette idée, cet avis de Bamba Ndiaye qui dit que l'État du Sénégal n'a pas pris la bonne option dans cette affaire Yavo Selim, diplomatiquement parlant, bien sûr. Diplomatiquement parlant, moi, je vais relativiser cette perception de la diplomatie sénégalaise. Vous savez que la diplomatie est un élément important de la politique extérieure, de la politique étrangère. Et à ce niveau-là, il faut tenir compte
des rapports entre la Turquie, quand il concerne Yavuz Selim, et le Sénégal. Et dans ces rapports-là, il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Et pour le cas de cette affaire, je pense que pour contextualiser, c'est vrai que M. Bamba Ndiaye l'a souligné tout à l'heure, derrière le Yavuz Selim, on voit justement, d'après le gouvernement turc, l'implication de certains leaders de l'opposition pendant le coup d'État, qui sont impliqués dans le coup d'État. Entre autres, Yavuz Selim fait partie des cibles donc, du gouvernement turc, et que l'État turc a fait pression sur un certain nombre de pays. Certains ont résisté, d'autres n'ont pas eu la résistance ou la position qu'il fallait pour résoudre cette question-là. Parce qu'il y a des enjeux internes, justement pour montrer ce lien intrinsèque entre la politique intérieure et la politique extérieure. Pour ce cas, c'est vrai qu'il y a des enjeux et qu'il fallait donc analyser, comme l'a dit, c'est vrai qu'il fallait anticiper, même si la politique étrangère ou la diplomatie a ses spécificités, naturellement, ça devait être géré de façon à ne pas compromettre l'avenir des enfants sénégalais, des pensionnaires. Et aussi tenir compte des rapports avec la Turquie. Vous savez, bien entendu, dans le domaine économique, le Sénégal, des entreprises turques interviennent dans le cadre donc du plan Sénégal émergent, et il faudra donc prendre la mesure des enjeux et essayer de régler le problème sans qu'il y ait beaucoup de conséquences pour les enfants sénégalais. D'accord. Vous gardez la ligne, M. Diaw. Alors, Bamba Ndiaye, on va élargir un peu le débat au niveau africain. Comment vous voyez la diplomatie sénégalaise? Comme je l'ai dit, elle est en train malheureusement de reculer dangereusement parce que il y a plusieurs cas qu'on peut citer. Il y a l'élection, par exemple, du président de la commission de l'Union où le Sénégal... Le professeur Abdoulaye Bathily, avec l'échec du Sénégal, le professeur Bathily, voilà, à la présidence de la commission de l'Union. Mais nous avons remarqué qu'il n'y avait que pas plus de 4 membres de la CEDEAO qui ont voté pour ce candidat, et finalement il a échoué en faveur du candidat du Tchad. Il y a eu également au niveau de l'UEMOA où nous avons perdu une place, absolument, etc. Les cas mais malgré tout, Bamba Ndiaye, certains pensent toujours qu'au plan diplomatique, notre pays est une puissance, et cela depuis Senghor. Potentiellement, notre pays est une grande puissance, diplomatiquement parlant, potentiellement. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que le régime actuel est en train effectivement d'affaiblir tous ses potentiels, n'exploite pas, n'optimise pas en tout cas ce potentiel diplomatique dont on disposait, comme vous l'avez dit, depuis le temps de Senghor. Ce n'est pas pour rien que la Commission des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a été confiée à notre pays depuis 1975. Le COMIAC, le comité permanent de l'OCI, a été confié à notre pays depuis 1975. Notre pays, le Sénégal, est membre non permanent du Conseil de sécurité pour la 3e fois. Donc pour vous, le Sénégal diplomatiquement parlant n'est plus sollicité? Absolument. Il a perdu sa place diplomatiquement, ça tout le monde l'a remarqué. D'accord. Vous gardez la ligne toujours, Bamba Ndiaye. Moussa Diaw, alors aujourd'hui, certains pensent que le Sénégal, au plan diplomatique, le Sénégal donc est une puissance. Vous avez entendu tout à l'heure Bamba Ndiaye. Est-ce que vous partagez cette idée? Pourquoi le Sénégal perd toujours cette place qu'il avait les années passées? C'est souvent une erreur de casting au niveau des ministères, parce que le Sénégal, on constate également qu'on a de bons diplomates. Oui, moi je fais attention avec l'usage des termes. On ne peut pas utiliser les termes de puissance pour le Sénégal. Si on attache l'importance à ce concept de science politique,
Pour moi, la puissance, c'est cette capacité à imposer sa volonté aux autres. Et je ne pense pas que le Sénégal soit une puissance. Certes, le Sénégal, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, a des atouts qui reposent justement sur le fondement de sa politique étrangère depuis Senghor et des pratiques aussi diplomatiques à partir des ressources disponibles. Nous avons quand même des potentialités importantes au niveau des ressources humaines de qualité. Et le Sénégal est reconnu au niveau régional, continental, international comme étant déjà comme un régime démocratique, parce que c'est important, ce qu'on dit déjà généralement dans les relations internationales, que les démocraties ne se font pas la guerre. Mais là, le Sénégal, c'est quand même un régime démocratique, il l'a prouvé, et entouré de régimes qui ne le sont pas, même si ces régimes-là utilisent la couverture de démocratie, mais dans la réalité, c'est autre chose. La dynamique, elle est là. Il y a une dynamique quand même de la politique étrangère du Sénégal ou de sa diplomatie. Il y a une dynamique et il y a un réalisme. Et ce réalisme-là repose sur des axes politiques qui ont été déterminés, qui ont été dessinés depuis très longtemps par rapport à l'histoire du pays, par rapport à sa culture, par rapport à son économie et par rapport à sa géopolitique. Et ce qui fait que le Sénégal... Donc pour vous, le Sénégal, les autorités doivent tenir en compte plutôt tous ces paramètres. Oui, bien entendu, parce que c'est le fondement même de la politique étrangère. Autrement dit, un aspect important de la diplomatie. Et les autorités doivent tiennent d'ailleurs compte de cela. Et ça se trouve quand il y a des événements, des problèmes au niveau sous-régional, régional et continental. On voit bien la dynamique, l'offensive diplomatique du Sénégal. Mais il faut aussi souligner que la diplomatie est fonction aussi de la personnalité des hommes qui sont à la tête de l'État. C'est pourquoi on a vu des variantes. Il y a des variantes par rapport à l'homme qui est projeté au sommet de l'État. La politique étrangère au temps de Wade est sensiblement différente d'aujourd'hui. Tant d'Abdou, c'est différent d'aujourd'hui. En tout cas, Senghor, M. Diaw Senghor avait réussi, en tout cas, à élaborer une doctrine diplomatique très juste avec des acteurs compétents. Oui, tout à fait. Et puis sur une idéologie, parce qu'il y a ce qu'on appelle les cercles concentriques en termes d'intégration. Donc, commencer d'abord au niveau sous-régional, régional, dans l'intégration économique. Et c'est vrai, on voyait bien qu'il avait développé cette civilisation de l'universel. Donc ça, c'est très important. Il avait une vision du monde, une conception des relations internationales. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des différences, mais elle est dynamique, cette politique-là. Même s'il y a quelques erreurs, quelques errements, mais cela ne veut pas dire qu'il y a faiblesse de la diplomatie du Sénégal. Ça se joue en un ensemble, c'est-à-dire voir dans l'ensemble des actions menées par la diplomatie sénégalaise, voir celle qui quand même renforce sa position au niveau continental, régional et international. Merci beaucoup Moussa Diaw. Bamba Ndiaye, on termine avec vous. Vous l'avez souligné tout à l'heure, la diplomatie sénégalaise, selon votre avis, donc, n'est pas conquérante. Aujourd'hui, comment faire pour régler tout cela? En termes clairs, quelle politique étrangère voyez-vous pour le Sénégal? Mais je l'ai déjà indiqué, je crois qu'il y a un problème d'orientation de notre diplomatie. Il faudrait beaucoup plus l'orienter vers une indépendance. Il faut également dépolitiser cette diplomatie, parce que je crois qu'il y a une politisation à outrance qui fait que nos diplomates de carrière bien formés ne sont plus efficients comme ils l'étaient auparavant. Il y a également, je crois, un problème de vision. Par exemple, je peux citer un cas récent, le cas du Qatar, le cas de l'envoi de soldats au Yémen. Tout ceci me pose, moi, des problèmes de vision géostratégique, parce que on avait décidé d'envoyer des soldats au Yémen au moment où l'Arabie Saoudite était en train de perdre sa place au niveau de la géostratégie internationale, compte tenu de la signature des accords nucléaires entre les États-Unis et l'Iran. Pour le problème de Qatar également, c'est la même chose. On s'est précipité à prendre des décisions. On est revenu en arrière
pour corriger cette décision. Bref, les cas sont multiples. Moi, je dis que il y a véritablement un problème de vision, un problème de recadrage qu'il faut faire, mais dans tout cela, il faut qu'il y ait une orientation claire et il faut donc Bamba Ndiaye, il faut tout de notre diplomatie. D'accord, il faut donc réorienter la diplomatie sénégalaise. Merci beaucoup à vous Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses. Je rappelle plutôt que vous avez écrit une contribution dans la presse, contribution intitulée La diplomatie sénégalaise en panne. Merci également à Moussa Diaw, professeur de relations internationales à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal en Wolof. La météo, avant de boucler, à l'exception des prochaines 24 heures où la situation est favorable aux manifestations pluvieuses orageuses sur l'est, Kédougou ou même Bakel et le centre du pays. Le temps sera donc stable sur le reste de la période de validité. La chaleur humide sera ressentie sur l'ensemble du pays, notamment sur les régions nord-est et centre où les températures maximales varieront entre 35 et 41 degrés au cours des prochaines 24 heures. Par contre, au cours des prochaines 48 heures et 72 heures, le temps sera encore plus chaud avec des pics de température maximale qui tourneront autour de 42 degrés au nord et au centre-est du territoire. Les visibilités seront généralement bonnes. À midi 51 minutes, c'est la fin de ce journal. Voici donc les principales informations à retenir. Affaire Khalifa Sall, un procès aura bel et bien lieu. Maître Baboucar Cissé répond ainsi au conseil du maire de Dakar qui ont déclaré hier que leurs clients ne pouvaient pas être jugés parce que couverts par une immunité parlementaire. La partie civile a aussi évoqué la plainte que la défense veut déposer à la Cour de justice de la CEDEAO. Bras de fer, État du Sénégal, Yabou Selim. Plusieurs élèves ont quitté pour aller dans d'autres établissements. L'hypothèse d'une administration provisoire avec la fondation Marif donc se dessine. Madiambal Diagne, le PCA de Yavuz Selim, lui et ses camarades ne baissent pas les bras. Ils annoncent la poursuite de la bataille judiciaire. L'Union des routiers du Sénégal, un syndicat qui regroupe donc les chauffeurs de camions qui va en grève le 15 novembre prochain. Les syndicalistes dénoncent entre autres les tracasseries routières. Ce journal vous a été présenté par Barthélémy Ngom, à la technique Serigne Saludem. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient à 13h. Un journal en Wolof avec Adjaratou Ngoné Ngom. Tout de suite, Jalgati Xibaar. bés bu ngeen ma falee dinaa def ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi ci jàng